Elle nous avait presque manqué, c'est le grand retour de la volatilité sur les marchés financiers. Quoi de plus normal, me direz-vous, après une semaine particulièrement chargée entre réunions de la Fed, déclarations de Donald Trump vis-à-vis de la Chine ou encore une avalanche de publications que nous avons subies, eh bien les marchés ont évidemment vivement réagi. Alors, est-ce que malgré les hésitations de Jérôme Powell et des indices américains au plus haut, il reste une marge supplémentaire pour aller chercher de nouveaux records dans les prochaines semaines? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Nvidia c'est fou. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Pour me retrouver, vous avez tous les réseaux qui s'affiche sur cette page. Pensez toujours à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent se former et aller un petit peu plus loin, vous avez différentes possibilités additionnelles d'ailleurs, avec notamment la newsletter où nous avons désormais plus de 6000 abonnés. Vous avez également l'espace membre sur le site du podcast de la bourse.fr, espace de formation gratuit sur lequel il y a des modules sur lesquels vous pouvez vous former en formation continue si je puis dire. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, eh bien nous avons nos programmes d'accompagnement, le programme historique NTT Trading Premium et le petit nouveau pour du moins les petits prix NTT Découverte qui vous donne accès à l'essentiel avec notamment une ou plusieurs vidéos privées le week-end. Au niveau des actualités et des informations, il y en a pas mal parce qu'il y a pas mal de choses et de contenus qui sont arrivés ou qui arrivent. Alors d'abord, évidemment, vous avez toujours des places qui sont offertes, disponibles pour, bien entendu, la Paris Investor Week sur laquelle je serai présent le 14 novembre. Donc celles et ceux qui veulent venir, je vous mettrai le lien ou quelque part sur l'écran ou en description, ou les deux. Donc n'hésitez pas à prendre votre place et on se retrouvera. Alors je serai sûrement pas loin du stand de Bitvavo, mon partenaire. Donc voilà, si vous voulez, ça fait un point de repère. Si vous voulez me rejoindre là-bas et faire un petit coucou, ce sera avec un immense plaisir. Au niveau des contenus, il y en a eu pas mal. Vous avez certainement déjà vu, vous avez été nombreux d'ailleurs à voir la vidéo sur le Luxembourg, évidemment. C'est d'actualité, malheureusement pour notre pays, c'est un sujet d'actualité, donc je vous invite à aller la voir ou la revoir si ce n'est pas déjà le cas. Beaucoup m'ont demandé quand est-ce que serait faite l'update sur les cryptos. Je vais essayer, je dis bien essayer, si je trouve 2 ou 3 heures en début de semaine prochaine, lundi ou mardi, de vous publier ça, mise à jour crypto, parce qu'évidemment il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, et c'est normal. Il y a des configurations qui sont en difficulté. On verra si c'est définitivement la fin justement du bull run ou si c'est juste une respiration qu'il va falloir éventuellement mettre à profit pour rentrer quelques crypto-monnaies en portefeuille. Voilà grosso modo. Au niveau des actualités, je remercie bien évidemment les partenaires qui m'accompagnent dans la création de ces contenus qui sont évidemment 100% gratuits. Trade Republic, Bitvavo, Urutia, gestion privée, Pro Realtime, au coffre et investing.com. Merci à eux. Vous avez, pour celles et ceux qui sont intéressés, vous avez des avantages, des promotions, des réductions un petit peu permanentes. Vous avez tout en description. Donc n'hésitez pas, s'il y a des outils que j'utilise qui vous intéressent aussi, c'est l'occasion eh bien, de mettre à profit cela. On passe au programme de cette vidéo. J'ai mis c'est fou en mettant Nvidia, parce que Nvidia, c'est vrai que ça a été l'actualité avec le 5000 milliards de capitalisation, on y reviendra, c'est assez fabuleux, mais on aurait pu mettre Google, on aurait pu mettre Microsoft, on aurait pu mettre Apple, parce que quand même, les géants de la tech, dans l'ensemble, n'ont pas déçu. Un petit peu méta, mais globalement, les résultats notamment des entreprises, des géants américains,
ont été quand même assez exceptionnels. Donc on essaiera de voir cela dans la deuxième partie de la vidéo. On parlera du CAC 40 évidemment, on parlera du CAC Small évidemment également, et puis on parlera des actions, beaucoup d'actions que vous aimez beaucoup, que vous me demandez très régulièrement. J'essaye toujours de faire pas mal de changements pour que chacun puisse trouver, dirons-nous, ses actions préférées de temps à autre. Il y a beaucoup d'actions également, je voulais vous le dire, qui me sont demandées régulièrement, alors qu'elles sont faites parfois la semaine précédente ou celle d'avant. Je mets en description systématiquement dans toutes mes vidéos la liste des actions qu'on a abordées. Donc n'hésitez pas toujours à aller voir la vidéo précédente. Ça prend 5 secondes, vous regardez dans la description et vous regardez si par hasard votre action n'a pas déjà été abordée. Je vais y arriver parce que évidemment, bon, d'une semaine à l'autre, sauf gros changement, a priori, l'analyse est similaire ou presque, surtout pour les investisseurs de long terme, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Bon, cette semaine, on verra Air Liquide, Total Energy, on verra une partie des bancaires. On avait vu, je crois, BNP la semaine dernière, on verra Société Générale et Crédit Agricole cette fois-ci. On parlera d'Airbus qui est au sommet, on parlera de Schneider Electric qui est un petit peu corrigé, de Capgemini qui s'est relancé, mais c'est pas si simple que ça. Edenred qui s'est bien relancé la semaine dernière, on va faire un petit peu le suivi parce que c'est intéressant. Sopra Steria, Adyen, Morel & Prom, Touax, la Française des Jeux qui a du mal véritablement à se redresser, Air France qui est pas si mal que ça, Imeris, Serge Ferrari qu'on suit depuis un petit moment, Katana qui est en grande difficulté, Bonduel qui est plutôt pas mal et qui suit le scénario qu'on avait proposé, Nokia qui était un des titres à suivre, qui a fait une course exceptionnelle cette semaine, Groupe LDLC qu'on suit également, Siemens, ça c'est en Allemagne, nous avons du Technip Energy qui est au sommet et qui a bien corrigé, Dassault Systèmes toujours en difficulté, Sanofi qui ma foi se tient, Stellantis qui a fait un beau parcours mais qui a beaucoup corrigé hier, on a du Gerbet, on a du Corbion, Mersen, Coface, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Nikon qui a publication légèrement décevante, on verra les conséquences, Ayvens par contre publication intéressante, on verra qu'on est revenu sur le niveau de résistance oblique, puis on partira aux États-Unis avec les mastodontes qui ont publié notamment avec Microsoft, Boeing, Meta donc, Google, UNH, Visa, Booking, PayPal et bien entendu Nvidia qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment et qui est à nouveau proche de ses plus hauts historiques, exceptionnels malgré tout. La publication, pas la publication parce qu'ils n'ont pas publié, mais en tout cas la capitalisation de Nvidia, la publication je crois qu'elle arrive dans 2 semaines, je crois. J'ai plus la date. Bon, vous me le direz en commentaire. Donc voilà, on verra. 5 titres à suivre. Alors voilà, c'est pas évident hein, de trouver des idées. Alors des idées, on en trouve. Des bonnes, c'est beaucoup plus difficile en l'occurrence. Mais j'ai quand même essayé, vous me connaissez, j'essaie toujours quand même de fouiller au fond des screeners pour vous trouver alors quelques idées de titres à suivre. Donc on verra, on a eu pas mal de réussites, faut le dire, cette année. Bon, les marchés ont été plus favorables hein, sur les titres à suivre. On n'a pas eu que des réussites malheureusement, mais on en a eu. Donc ça c'était plutôt agréable. On verra si ça peut également être favorable jusqu'à la fin de l'année. On terminera comme d'habitude, bien entendu, par le screener Trend Following. Donc on attaque avec d'abord le résumé de la semaine. Hop. Le résumé de la semaine, il arrive, je cherche surtout ma webcam, voilà, me voici, me voilà. Le résumé de la semaine, on va démarrer comme d'habitude par la saisonnalité. Donc la saisonnalité, alors on a arrêté les stats au 30 octobre, qui reste encore la séance d'aujourd'hui, on a arrêté les stats à hier, on fera la mise à jour, pas de problème, et comme ça va retarder à une semaine, bon, je trouvais que c'était pas forcément déconnant de sortir des stats, on s'attend pas à une journée hyper volatile sur le CAC 40 et le CAC Small, donc on devrait être à peu près dans ces stats-là. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que sur le CAC 40, on a eu un mois positif, visiblement, malgré tout, malgré les difficultés des dernières heures, un petit peu, mais c'est un mois globalement positif, qui est au-dessus de la moyenne a priori, sauf si on perd 2% aujourd'hui, mais a priori on devrait être au-dessus de la moyenne, ce qui est de 1% sur les 10 dernières années sur le CAC. Sur le CAC Small, on est légèrement en dessous de la moyenne, mais bon, voilà, c'est dans les cordes, on va dire, puisque eh bien on a une performance de moins 2% et des bananes, alors que d'habitude on fait moins 1,4. Ce qui est intéressant également, c'est que ce dont on parle depuis pas mal de semaines, c'est-à-dire cette espèce de
rotation, c'est-à-dire qu'au début de l'année, tout début de l'année, on avait une surperformance des big caps. Donc on avait effectivement des small qui sous-performaient. C'était le cas en janvier, dans une moindre mesure en février. Et puis derrière, il y a eu une immense rotation sectorielle des big vers les small caps, qui était pour moi d'ailleurs, pour la plupart, sur des excès baissiers en termes de valorisation, et donc le marché a revalorisé cela. Et donc, si vous voulez, ce qu'on avait dit déjà à la fin de l'été, on avait dit, voilà, est-ce que cette sous-performance ne va pas s'arrêter ? Vous aviez eu mon avis, malgré tout le début de l'année où vous avez dit, bon, les small caps à privilégier, vous avez dit sur la fin de l'année, ce sera peut-être moins vrai. Je pense que ça reviendra éventuellement si le marché est favorable sur les 2 derniers mois de l'année, mais en tout cas, on le voit, on a quelque part une espèce d'effet rattrapage qui s'opère entre les big caps qui sont beaucoup plus performantes par rapport au début de l'année, et surtout beaucoup plus performantes par rapport au small cap. Bon, voilà, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on constate très fréquemment. En général, ce sont des vagues de sous-performance et de sur-performance. Ça fait partie également de ce que le marché aime faire. À un moment donné, voilà, il y a des dossiers qu'on n'a pas aimés, et tout à coup, le marché se dit, on les a pas aimés, mais est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin dans la sanction, et donc tout à coup, le marché se dit, bon, on va revaloriser cela. Donc voilà un petit peu au niveau des projections. Sur le mois de novembre, eh bien, le mois de novembre en général, évidemment, vous le savez, est un mois qui, dans l'ensemble, est positif, très positif. C'est un des meilleurs mois de l'année. On le voit d'ailleurs ici sur ces stats-là. Bon, alors, c'est pas des mois sur les dernières années qui sont toujours positifs, hein. Il faut quand même remettre les choses dans l'ordre, qui sont majoritairement, très légèrement majoritairement positifs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mois positifs de novembre qui peuvent l'être beaucoup. 2020 est un petit peu probablement à part, mais globalement, quand même, on a des bonnes stats. Ce qui fait une moyenne de 3,2. Il est vrai, un peu exagéré, je le concède bien volontiers sur les dernières années avec la performance de 2020. Mais enfin, il faut bien en tenir compte. C'est le cas également, bien sûr, pour les small caps, qui a une performance légèrement inférieure par rapport au big, mais 2,4%, on peut dire que c'est plutôt pas mal. Donc ce qui est vrai pour le CAC 40 et les marchés français l'est également pour, bien entendu, le S&P 500. De toute l'histoire, le mois de novembre est plus de 60% positif. Le mois de décembre, lui, c'est le meilleur mois sur le S&P 500 depuis 1928, ça c'est intéressant. C'est vrai également pour le Nasdaq, hein, le meilleur mois de l'année, c'est bel et bien le mois de novembre pour le Nasdaq. En termes de saisonnalité, si on doit se situer, ben, on le voit, on est à peu près ici. Donc on a globalement vécu sur cette période quand même un peu de zigzag. Le seul truc qu'on n'a pas eu, selon moi, en tout cas pas de manière très violente, c'est la chute qui a lieu généralement début septembre. Donc ça, sur le S&P 500, d'après moi, on l'a pas vécu. On a vécu de la volatilité un petit peu, mais enfin, c'était quand même très raisonnable. Et par contre, oui, globalement, même si on a fait un nouveau plus haut récent, on a subi ces dernières semaines un petit peu de zigzag sur les marchés américains. Ce qui est intéressant, c'est que là, en revanche, derrière, voilà, on a l'espoir que ce soit quelque chose de beaucoup plus directionnel. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, on est sur les plus hauts sur les marchés américains. Est-ce que c'est cohérent? Je vous donnerai mon avis et on regardera notamment le graphe du Nasdaq de manière un petit peu plus précise. Ce qui est vrai pour le S&P 500 l'est également depuis 128 ans sur le Dow Jones. On le voit, donc globalement, on est ici. Ici exactement, voilà, on peut s'attendre sur le Dow Jones à une poussée. D'ailleurs, le Dow Jones a surperformé, hein, on l'a vu ces derniers jours. Donc, est-ce que ça va être le cas jusqu'à début novembre? Nous verrons. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que pour le Dow Jones, une fois qu'on a fait cette poussée, globalement, en termes de statistiques, le mois de novembre est plutôt un mois en zigzag avant de réaccélérer début décembre et de réaccélérer pour le rallye de Noël. C'est ça qui est un petit peu, là aussi, il faut comprendre qu'entre les indices américains, il y a aussi de la rotation, puisque évidemment, même si le Dow Jones maintenant a de la tech aussi, eh bien, il est beaucoup plus axé sur de la value, notamment des bancaires, de l'industrie, etc., que le Nasdaq, qui lui, pour le coup, est tech.
Okay, donc il faut comprendre que là aussi, lorsque le marché décide de faire sa rotation sectorielle, les indices peuvent avoir des performances légèrement différentes, même s'il est assez rare, il est vrai, que lorsque le Nasdaq fait plus 2, le Dow Jones fasse moins 2. Ça arrive, mais c'est quand même extrêmement rare. Généralement, ils sont plutôt corrélés. Mais on a vu quand même ces derniers jours que voilà, les performances pouvaient quand même être en léger décalage. Donc voilà, globalement, pour le Nasdaq, le mois d'octobre est un mois voilà, en zigzag, mais derrière c'est plutôt pas mal, on l'a vu. Le DAX, alors lui, généralement le mois de novembre, c'est un très très bon mois, voilà, de fin octobre globalement jusqu'à, on va dire, mi-décembre, et le rallye aussi de fin Noël, ça c'est vrai pour un peu tous les indices, statistiquement. Donc voilà, plutôt intéressant. Notre cher ami, le CAC 40, lui, c'est un petit peu pareil. Hein, donc novembre, on est ici. On peut avoir un mois de vente un peu un zigzag. Et puis voilà, on a quand même de la performance. Et là aussi, on a sur la deuxième quinzaine de décembre, généralement des choses intéressantes. Voilà, globalement, si on veut regarder un petit peu où nous en sommes, bon, il y a eu, évidemment, il y a de la volatilité. Hein, les courbes ne s'épousent pas aussi bien que ce qu'on pourrait le croire. Mais enfin, c'est quand même plutôt pas mal. N'oublions pas que là, il y a eu l'épisode des droits de douane avec Donald Trump en avril, mais globalement, quand on regarde un petit peu les courbes de performance, on a plutôt eu une correction ici de ce qui s'était passé au début de l'année. Finalement, lorsqu'on fait une moyenne, on a eu une année sans trop de surprises en termes de saisonnalité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu voilà, une accélération sur le début du mois d'octobre, fin septembre, début octobre, qui était plutôt, ou du moins un maintien un peu en ligne droite de la performance. Alors que d'habitude on a plutôt une correction sur cette période-là, là ça n'a pas été le cas, on a eu plutôt du zigzag, et que donc du coup, c'est le zigzag maintenant que l'on a au moment où, logiquement, la saisonnalité, elle réaccélère. Donc finalement ça va se rejoindre. Bon, voilà. Quand on regarde quand même si, encore une fois, les courbes ne s'épousent pas sur 12 mois parfaitement bien, et c'est tout à fait normal, pour autant, on s'aperçoit qu'il y a du rattrapage qui est fait généralement. D'autres graphes le montrent également. Voilà, on est ici, donc on va avoir, on est plutôt ici, donc on va avoir probablement, je l'espère, en tout cas statistiquement, je fais toujours très attention, vous le savez, mais statistiquement, on devrait avoir encore une accélération sur les indices. Après, quid du potentiel, ça on va le dire évidemment, mais au-delà des statistiques, moi je vais vous donner évidemment comme d'habitude mon avis. Là c'est pareil pour le VIX, on sait qu'on peut avoir un petit peu de nervosité jusqu'à début novembre, et puis derrière en général le VIX baisse, ce qui signifie en général que les opérateurs sont beaucoup plus confiants, et en général des opérateurs qui sont plus confiants, c'est traduit par des marchés qui ont tendance à l'être également, et donc à monter. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Ça, on l'a déjà vu. Au niveau des publications, donc au niveau des publications, bon, on a passé le plus gros, hein, bien évidemment, hein, vous le voyez, ça va commencer à ralentir vivement, et c'est là, en fait, pour moi, où le marché va décider. C'est-à-dire que, globalement, à partir de la semaine prochaine, on va avoir un petit peu toutes les infos qui sont posées. Powell a fait sa baisse de taux, la majorité des publications sont passées, on sait à peu près où nous en sommes, on sait à peu près les conditions de marché pour la fin de l'année, sauf surprise. Donc le marché va décider. Est-ce qu'il va décider que c'est bien valorisé et qu'il faut en rester là? Est-ce qu'il va décider à contrario qu'il y a encore de la marge supplémentaire? Nous verrons. Je pense, à titre personnel, que ça va beaucoup dépendre des secteurs d'activité, ça va beaucoup dépendre des marchés, ça va beaucoup dépendre également des pays. Voilà, donc je vous dirai là aussi mon avis sur un graphique, et notamment je voulais vous montrer le graphique du Nasdaq. Alors, vous le savez, puisque vous l'avez très certainement subi, nous avons une semaine exceptionnelle en termes de nombre de publications, notamment américaines. Ça a beaucoup dicté les marchés, il y a eu beaucoup de bonnes publications encore, toutefois je modère parce que malgré tout, on sent quand même que les résultats sont exceptionnels, mais on sent des petits ralentissements sur certaines boîtes. Donc ça se surveille également. C'est en lien d'ailleurs avec ce qu'a dit Jérôme Powell, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Bon, on a eu pas mal de publications, encore une fois. Hier, on a eu ma chouchou Amazon qui a fait quand même une super publication. C'est très bien valorisé, mais c'est une publication exceptionnelle. Bon, nous avons eu Apple également. La publication a été visiblement saluée. Bon, on verra aujourd'hui. Microsoft, magnifique. Meta, un petit peu plus en difficulté. Voilà. Alors, je vous ai mis quelques fiches
Du biais financier que je vous invite encore une fois à suivre pour ces one page qui sont magnifiques, qui sont surtout très clairs. Donc voilà, globalement ça permet de voir un petit peu les différentes publications principales et voir un petit peu par rapport au consensus et par rapport à ce qu'on a constaté et ce qu'on a eu des surprises sur le chiffre d'affaires et sur le bénéfice par action. Donc globalement, Boeing c'est pas trop mal, Google évidemment c'est très bien, Meta voilà un petit peu décevant, même bien décevant, donc c'est d'où la sanction. Microsoft belle publication, vous avez Mercado Libre aussi, bon coup-ci coup-ça, vous avez Booking belle publication même si c'est quand même bien valorisé, Visa belle publication même si c'est bien valorisé, PayPal une publication plutôt pas mal, mais qui a été, je crois, un petit peu vendue. J'ai pas regardé, mais on l'analysera, je crois, dans la vidéo. Donc voilà globalement, et puis UNH aussi qui a déjà fait un bon rebond, on essaiera aussi de la regarder. Il reste encore quelques publications donc sur notamment ce mois de novembre et donc la semaine prochaine vous allez avoir des publications intéressantes, vous allez avoir notamment Pfizer, vous allez avoir AMD, donc c'est plutôt pas mal. Voilà globalement ce que je vais regarder. McDo aussi hein, qui va publier, donc c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention, mais voilà, globalement, on a passé le plus gros. Alors, vous avez dit peut-être semaine prochaine, donc ça doit être peut-être celle d'après pour Nvidia. Je regarderai, mais j'imagine que ceux qui la suivent me diront dans les commentaires la date exacte de publication de Nvidia, et je vous en remercie bien évidemment par avance. Donc, au niveau des publications françaises, je vous ai mis globalement, il n'y a peut-être pas tout, mais enfin, il y a le principal, globalement, ce qui va être publié la semaine prochaine. Il y a des choses qui se regardent, on a passé là aussi le plus gros, mais voilà, on fera attention notamment jeudi à la publication de Engie. Il y a Legrand également qui peut avoir un impact sur le marché, il y a Bonduel également qu'on surveille. Ouais, il y a quelques publications qui sont intéressantes, et Quasens également, l'ancien Pharmagest. Voilà. Ruby également qui peut être intéressante, Biomerio que j'aime bien également, voilà. Il y a des publications qui sont intéressantes, donc faites attention, comme je vous le dis toujours, pensez le week-end à prendre le temps nécessaire pour regarder quelles sont les entreprises qui vont publier. L'avantage des publications, c'est que généralement, vous le voyez, le lundi, il y a très peu de publications, ce qui fait que vous pouvez vous permettre de regarder généralement le dimanche tranquillement avant d'aller vous coucher, prendre 10 minutes pour voir eh bien, les actions qui vont publier et potentiellement d'ajuster dès le lundi en fonction eh bien, des informations qui vous sont données. Certains me l'ont demandé, vous me direz si ça vous va ou pas. Moi, ça me dérange pas de le faire, ça me prend 2 minutes de faire une capture d'écran. Certains m'ont demandé d'afficher le calendrier des dividendes. Parce que des fois, certains ont des surprises de voir des baisses dans leur portefeuille, parce que le dividende n'est pas versé. Il est versé souvent 2-3 jours après. Et donc, ils ont des surprises et des fois, ils s'inquiètent. Et donc, certains d'entre vous m'ont suggéré l'idée de mettre une petite capture d'écran dès le vendredi pour vous prévenir sur la semaine d'après ce qui devrait se déclencher en termes de dividendes. Vous me direz, s'il vous plaît, en commentaire, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Si vous me dites non, on s'en fout, on passe. Bon, ceci étant, c'est une capture d'écran qui prend environ 20 secondes à lire. Je le commenterai très rapidement. Mais ça vous permet d'avoir une information supplémentaire. Et je sais que ça vous aide d'aller la chercher. Donc, cette semaine, on a eu évidemment pas mal de bonnes nouvelles, et notamment une nouvelle qui est quand même assez folle, hein, c'est bien évidemment la capitalisation de Nvidia qui donc a dépassé les 5000 milliards de dollars. Donc c'était mercredi, la capitalisation boursière du concepteur de cartes graphiques a franchi les 5000 milliards de dollars. Moins de 4 mois après avoir dépassé les 4000 milliards. C'est là surtout que c'est très impressionnant. C'est on passe en 4 mois, on a pris en 4 mois 1000 milliards de dollars de capitalisation. À titre de comparaison, la capitalisation totale de l'indice Stock 50 des plus grandes entreprises, des 50 plus grandes entreprises européennes, et qui inclut des géants comme ASML, SAP ou Siemens, qu'on verra d'ailleurs, est légèrement inférieure à 5000 milliards de dollars. On peut faire différents comparatifs, hein, notamment celle-ci qui est assez impressionnante. Donc voilà, à la fois évidemment c'est exceptionnel, à la fois évidemment on est tous
émerveillé, hein, moi le premier, je suis émerveillé hein, par ce que fait Nvidia, et à la fois, et c'est aussi le sentiment que j'ai lorsque il y a des commentaires sur Nvidia et lorsqu'on échange sur ce titre-là, il y a aussi des craintes, évidemment, parce que lorsqu'on a une seule valeur qui capte autant d'argent, eh bien, évidemment, tant que tout va bien, ben, tout va bien, et le jour où ça va un petit peu moins bien, évidemment, les conséquences peuvent être absolument graves. Voilà. Bon, aujourd'hui, si on est totalement sincère, il n'y a pas d'alerte, si vous voulez, pour Nvidia. Alors, vous allez me dire, la problématique, sinon, c'est que le jour où il y aura une alerte, ce sera trop tard. C'est pas faux. C'est pas faux. Vous n'avez pas tort de penser ça. Et je le pense aussi, d'ailleurs. Mais en l'occurrence, voilà, pour le moment, on est obligé de constater que même si la valorisation quand même élevée, pas en bulle, pour moi, mais élevé, bien, c'est mérité, hein, c'est justifié. Alors on verra, bien évidemment, si Nvidia ne déçoit pas lors des prochains résultats. Nvidia n'a jamais déçu ces dernières années, donc nous verrons lors de la prochaine publication. Et puis, bon, cette semaine, parmi tout ça, hein, parmi les publications, parmi les différentes prise de parole de Donald Trump par rapport à la Chine, par les différentes publications, etc. On a eu, bien entendu, on l'avait presque oublié, eh bien, Jérôme Powell qui a, parlé aussi également. Il y a eu la réunion de la Fed, je crois que c'était mercredi, où il a parlé donc de croissance modérée, avec des risques de montée du chômage et une incertitude sur les perspectives économiques. Donc on a un Jérôme Powell quand même qui a vraiment changé de ton. Pour quelles raisons? Est-ce que éventuellement il a véritablement des stats lui qui sont de plus en plus inquiétantes, ou est-ce que il est forcé quelque part? Mais je ne crois pas, ça me paraît pas être le tempérament de Jérôme Powell. Mais c'est vrai qu'on avait un Jérôme Powell qui, au début de l'année, souvenez-vous, était très réticent à baisser les taux, qui disait que l'économie était solide, que l'emploi était solide, etc. Et en quelques mois à peine, presque quelques semaines, ça a démarré lors de la précédente réunion, on a un Jérôme Powell quand même qui est beaucoup plus hésitant, je trouve. Alors là, c'est un ressenti, mais je le trouve beaucoup plus inquiet également dans son body language. Je trouve que voilà, il modère beaucoup plus, et il baisse sans hésiter à nouveau les taux. Alors à chaque fois il dit ce sera peut-être la dernière, on ne sait pas si on fera une fois de plus, mais on sait très bien que si elle n'est pas là avant la fin de l'année, elle sera au début de l'année prochaine. Donc voilà, c'est quand même un Jérôme Powell qui est beaucoup plus inquiet finalement, qui parle plus du tout hein, d'économie robuste comme c'était le cas précédemment. Donc la Fed baisse ses taux, la Réserve fédérale américaine a décidé donc de réduire son taux directeur afin de soutenir l'économie, l'inflation ralentit et la croissance montre des signes de faiblesse, ce qui a poussé la Fed à intervenir pour desserrer légèrement les conditions financières. Malgré cette baisse, aucune trajectoire claire n'est annoncée, mais ça c'est du Jérôme Powell, hein, évidemment il prend pas de risque. Pour les prochains mois, la Fed reste prudente, elle ne s'engage pas, pour ainsi dire, à poursuivre des baisses tant que les données économiques ne confirment pas la tendance. C'est exactement ce qu'il a dit il y a quelques semaines, et pourtant il est dans la continuité, ce qui semble tout à fait logique. Mais il se garde cette réserve-là, on peut le comprendre, et c'est très certainement qu'on ferait tous la même chose. Les membres sont divisés et préfèrent garder une marge de manœuvre, ce qui laisse les marchés dans l'attente. Parce que vous avez aussi voilà, des membres qui se disent non, il faut y aller très fort tout de suite, parce qu'on voit devant nous la situation se dégrader aux États-Unis petit à petit, sans faire de bruit, et donc 25 points de base, une baisse de 25 points de base, c'est insuffisant. Il y a certains qui disent non, il faut faire 50, il faut taper fort, comme ça tout de suite on respire. Et Jérôme Powell n'est pas dans cette politique-là, il est plutôt dans la politique on y va tranquillement et on essaye de suivre la tendance. Bien malin celui qui sera capable de deviner ce qu'il va se passer. Par contre, voilà, évidemment, hein, Jérôme Powell, lui, dans son poste, hein, moi je le trouve quand même globalement bon, et bon, voilà, c'est difficile de critiquer Jérôme Powell aujourd'hui par rapport à sa politique. Moi, la seule critique que j'avais faite à son égard, c'est que je trouvais qu'il avait mis trop de temps à rebaisser les taux. Donc on verra si ça coûte cher in fine aux États-Unis ou pas, si on a une récession en 2026 ou pas aux États-Unis, et si on a une augmentation du chômage. Mais sinon, pour le moment, moi je le trouve quand même, là pour le coup, relativement cohérent.
La Réserve fédérale a décidé aussi de mettre fin au programme de réduction de son bilan, ce qu'on appelle le quantitative tightening, à partir du 1er décembre et non pas immédiatement comme espéré par les marchés. Bon, c'est un détail. La Banque centrale a également indiqué qu'elle comptait reprendre ses achats limités de titres au trésor, ça c'est intéressant, après des signes de tension sur les marchés monétaires. Donc voilà globalement pour les infos, à la fois les infos sur les publications de manière générale et à la fois les informations sur l'économie et les décisions prises par la Réserve fédérale américaine et Jérôme Powell. Et donc maintenant, évidemment, on va se pencher d'abord sur les graphiques. Alors les graphiques sont intéressants, hein, puisque, alors je vais aller sur les graphiques d'abord américains, on verra bien entendu le CAC 40, etc. Bon, on s'aperçoit que c'est évidemment un Nasdaq qui est très fort, très fort, très fort, c'est l'indice le plus fort, c'est, on le voit, bon, une reprise exceptionnellissime, hein, depuis ce marteau mensuel qui est presque du jamais vu, ce marteau mensuel au mois d'avril, et puis derrière une reprise, voilà. Ce sont des marchés qui sont structurés comme ça. Je l'avais dit avant la baisse du mois d'avril, je l'avais dit en fin de l'année 2024, j'avais dit dans une émission, dans une interview, que les marchés, aujourd'hui, ce qui allait changer, c'est pas les baisses, les marchés baisseraient toujours, mais potentiellement ce qui allait changer, c'est qu'on aurait beaucoup plus de V-bottom, c'est-à-dire beaucoup plus de baisses spectaculaires qui seraient reprises de manière tout autant spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'on vit dans un monde où les ETF également ont pris une part énormissime. Il y a beaucoup de gens qui voient des marchés monter depuis des semaines, des mois, voire des années, qui n'ont pas pris le train, qui ont de l'épargne sur, alors nous Français des livrets A, mais sinon des comptes courants, etc., et qui se font grignoter bien entendu leur épargne par l'inflation, et qui se disent, purée, mais comment je peux lutter contre ça? La seule manière de lutter contre ça, évidemment, c'est d'investir, enfin, c'est pas la seule, mais c'est une des manières, c'est d'investir sur les marchés financiers. Et le problème, c'est que on n'est pas aveugle, hein, les gens sont pas complètement stupides, et quand ils voient des marchés très très bien valorisés sur des plus hauts, c'est difficile de faire all-in avec son épargne maintenant. Donc, ce qui fait que dès que vous avez une baisse spectaculaire de 10, 15, 20%, tout de suite les gens se disent, bon, c'est une opportunité, j'ai raté le train depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans, cette fois-ci, j'y vais. Et donc, ils y vont fort, et derrière, ça engendre, bien entendu, ces reprises spectaculaires sur les indices. Sur les actions, individuellement, c'est un petit peu moins vrai. Mais évidemment, tout ceci est amplifié, vous le savez, par la mode des ETF. Maintenant, évidemment, là aussi, je fais toujours le penchant, j'essaye toujours de faire le penchant. La semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, je me souviens plus, je vous ai parlé des oscillateurs, et notamment du RSI. Je vous avais dit, lorsque vous avez un RSI en surachat, c'est jamais un signal propre de vente. Il faut pas en tenir compte. Et donc, voilà, c'est souvent signe, évidemment, d'un effet momentum très puissant. Toutefois, on peut quand même constater et faire donc des constats sur les graphiques. Et donc, lorsqu'on regarde le Nasdaq 100, et lorsqu'on affiche donc ce RSI 14 depuis 2020, ça fait quand même 5 ans de recul, et qu'on regarde les zones où, effectivement, on a eu un RSI 14 qui a été supérieur à 70, donc c'était le cas ici, et je vous ai mis au-dessus les ellipses. Et on s'aperçoit, alors c'est pas le cas tout le temps, mais on s'aperçoit que généralement, on peut être proche, alors pas forcément d'une correction violente comme on a pu l'avoir en 2022, ou voilà, ou là éventuellement en mai de l'année dernière, mais généralement, on peut avoir à minima une petite pause dans les semaines qui suivent. Voilà. Est-ce que ça va être le cas cette fois-ci? Je le crois. Moi, je pense que le potentiel à court terme sur le Nasdaq, il est limité. Lorsque je vois ce gap haussier hebdomadaire sur le Nasdaq, je me dis c'est un peu too much. Voilà. Après un tel rallye, finir par un gap haussier, est-ce que c'est pas un gap d'essoufflement? Je ne sais pas. Alors, gap d'essoufflement, ça veut pas forcément dire signal de retournement qui va faire que le Nasdaq va retomber à 20 000, etc. tout de suite. Non, ça peut vouloir dire aussi que on va avoir besoin de souffler, on va avoir besoin de se stabiliser plusieurs mois, on va avoir besoin de... Voilà, parce que cette hausse-là, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, cette hausse-là, il va falloir la corriger. Et ce sera sain de la corriger, et ce sera une bonne nouvelle pour les investisseurs. D'accord?
très honnêtement, si dans les prochaines semaines et les prochains mois, le Nasdaq continue à enchaîner les gaps haussiers sur gaps haussiers, je pense que ça va finir extrêmement mal. Ce sera pour moi la formation d'une bulle véritablement en termes pour les valorisations, etc. Et derrière, ça finira forcément mal. On en profitera, on sera content pendant des semaines, voire peut-être pendant des mois. Sur les réseaux sociaux, vous verrez tous les néo-créateurs de contenu, néo-investisseurs qui vous diront « j'ai mon portefeuille qui ne fait que monter, c'est moi le meilleur ». Puis derrière, certainement qu'ils prendront une baffe s'ils ne sont pas dans la capacité de vendre parce que les valorisations sont devenues anormalement élevées. Donc, la meilleure hypothèse de travail et qui permettrait justement que les choses se normalisent, c'est qu'on ait effectivement une période plus ou moins longue de range, de construction, etc. On n'a pas eu cette période-là de construction, on n'a pas eu cette période-là comme ici, hein, notamment, vous voyez, on a eu un beau rallye, derrière on a une correction de plusieurs mois. Là on a un beau rallye, on a une petite correction, on a un beau rallye, bon là une forte correction, on a un beau rallye, on a une forte correction, et là on a eu un beau rallye et on a quasiment pas eu de correction. C'est très petit, c'est très léger. Donc voilà un petit peu grosso modo, mais comme je vous le disais aussi la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus, c'est pas parce que on a des indices qui sont survendus, on l'a vu ici, on l'a vu ici, on l'a vu plein de fois, que on va avoir une chute verticale de l'indice. Ça arrive dans quelques cas, mais c'est pas toujours le cas. Je dirais que c'est rarement le cas. Donc, comme d'habitude, ce qu'on va surveiller, vous le savez, mais on n'arrive pas à le surveiller avec ce shutdown, c'est le taux de chômage aux États-Unis. Et donc, on attend de voir un petit peu si véritablement ce que nous laisse penser Jérôme Powell se vérifie dans les statistiques américaine. Donc on va surveiller le taux de chômage. On sait que voilà, potentiellement on peut avoir une continuité des contractions des créations d'emplois et donc à contrario on peut avoir une augmentation du taux de chômage et on sait aussi que lorsque ça croise, lorsque les deux courbes se croisent, ça finit généralement mal et c'est un très bon prétexte, en effet, pour le marché de prendre des bénéfices, d'autant qu'on le sait, on est quand même sur globalement tous les indices américains. On est quand même sur des niveaux de valorisation élevés, portés, vous le savez, bien entendu, par les 7 magnifiques, qui sont presque plus que 4 aujourd'hui, mais notamment les 7 magnifiques, depuis 2021. On surveillera, vous le savez aussi, bien entendu, la performance du dollar qui, vous le voyez, cette espèce de bottom, là, de rounding bottom qui est en train de se former. Peu de gens en parlent, on en a parlé beaucoup, on s'attendait, vous savez, à ce rebond du dollar, hein, puisque ça a été le cas, hein, depuis la première baisse des taux de Jérôme Powell, on a eu cette belle reprise du dollar. Maintenant, pour moi, on est vraiment à un moment très important, c'est soit le dollar va vraiment breaker cette zone de résistance, et là, dans ce cas-là, ça peut poser problème, je pense, à un moment donné sur les actions américaines. Et à contrario, par contre, si voilà, on tape la résistance et on repart à la baisse, ça peut être plutôt une bonne nouvelle pour les marchés. Donc on verra, ça aussi, ça peut être évidemment très important à suivre. Alors pour la fin de l'année, mais surtout pour l'année prochaine, hein, bien entendu. Mon scénario n'a pas changé, c'est toujours le même, vous le connaissez, quand il changera, je vous le dirai, mais jusqu'ici, ça ne change pas. Donc je m'attends pour la fin de l'année à de la hausse, peut-être pas aussi spectaculaire que celle que j'aurais espéré parce que pour moi on a déjà fait un bout de rallye, mais globalement je m'attends quand même à de la hausse pour la fin de l'année et éventuellement le début de l'année. Est-ce que on va avoir une petite période de correction au début du mois de novembre pour attaquer ce fameux rallye, peut-être que mi-novembre? Ça c'est quelque part l'interrogation, mais globalement pour moi il y a encore un peu de marge pour aller chercher de la hausse pour la fin de l'année. Il va falloir bien entendu, comme d'habitude je vous le dis, que les graphiques s'alignent avec ça. C'est toujours les graphiques qui nous permettent d'avoir le signal finalement d'achat et la confirmation que les planètes s'alignent entre les graphiques, la psychologie des investisseurs et potentiellement l'économie et potentiellement la saisonnalité. Voilà pour cette première partie. Comme d'habitude, pensez à vous inscrire, c'est gratuit, à la table des investisseurs. On aura normalement cette semaine, la semaine prochaine, vous avez bien compris, mercredi je pense, le suivi du portefeuille Forteresse. Merci beaucoup encore une fois hein, pour vos retours. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce portefeuille et à le copier. Donc voilà, si vous voulez avoir accès, c'est gratuit, hein, tout ça c'est gratuit. Vous avez accès automatiquement en vous inscrivant à la newsletter.
J'ai pas la perf, d'habitude je le tease un petit peu, là j'ai pas la perf, je ferai le point ce week-end et on vous présentera comme d'habitude le détail, vous savez, on fait le suivi tous les mois. Donc vous aurez la newsletter, je pense, mercredi si tout va bien, et puis la semaine suivante, vous aurez la fameuse lettre mensuelle aux investisseurs, la lettre institutionnelle, celle que vous attendez tant. Donc voilà, il y aura de belles surprises également. Lors de cette lettre mensuelle, vous ferez les présentations probablement la semaine prochaine des différentes parties pour vous teaser un petit peu. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre la table des investisseurs et plus de 5500 abonnés. On attaque, si vous le voulez bien, avec notre cher ami, donc, comme d'habitude, le CAC 40. Alors, notre cher ami le CAC 40, comme d'habitude, on fait l'analyse long, moyen et court terme. Comme ça, on l'a fait ensemble et au moins, il n'y a pas de biais, entre guillemets, et on est purement technique. Donc, sur l'unité de temps mensuelle. Unité de temps mensuelle, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois qui est haussière. Donc, cela signifie que nous sommes toujours en tendance haussière de long terme. Sur l'unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire l'unité de temps de moyen terme, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines qui monte. Il n'y a pas de sujet, nous sommes bel et bien haussiers. Sur l'unité de temps court terme, nous sommes en revanche sous la moyenne mobile à 10 jours. Et donc, sur l'unité de temps court terme, nous sommes baissiers. Ok? Donc là-dessus, je pense que maintenant vous en avez l'habitude. Donc, ce qui signifie, lorsqu'on fait un petit récap, que les tendances de long et de moyen terme sont toujours haussières, simplement. On a du bruit de marché court terme qui, eh bien, nous démontre une correction. Correction qui ne nous surprend pas. Parce que si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, c'était ici, voilà ce que vous avez dessiné. Parce que pour moi, on allait avoir une prise de bénéfice légitime, c'est-à-dire qu'on revient sur un niveau de résistance, on a une prise de bénéfice légitime. Comment savoir qu'est-ce qui va arriver ensuite? Donc, en gros, comment savoir si véritablement nous allons avoir une hausse pour la fin de l'année sur le CAC 40 ou, à contrario, plutôt une correction? Pour moi, ce qui va nous indiquer, même s'il n'y a jamais de certitude, mais qui va nous indiquer en tout cas la suite, c'est la construction. C'est toujours ce qui fait la différence. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple, ici, vous l'avez eu la construction. Alors c'était un range, voilà, alors des fois c'est des ranges, des fois c'est des... Là c'était un range. Et le range, tac, 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 on a fait un M, un double top, tout ce que vous voulez, et derrière ce range, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé par le bas. Donc là, vous avez effectivement le signal de vente. D'accord? Donc la figure de 2024, elle a cassé par le bas. Mais il y a eu une figure. Ici, on a eu également une figure. C'était en mars de l'année dernière. D'accord? On a eu une figure. On a eu là aussi potentiellement une espèce d'appui, un rebond, etc. Et derrière, pouf, on a eu le gap baissier, le rebond et derrière la chute. Donc on a eu une figure de construction. Ce que je veux, c'est avoir une autre figure de construction ici. C'est ça que je veux. Et une fois que cette figure de construction sera avancée, pour le moment elle n'est pas avancée d'après moi, ce que je visualise, l'image mentale que je me fais de la construction, c'est celle-ci. Mais ça peut être tout autre. Hein. Ça peut être un range, là aussi, ça peut être plein de choses. Mais l'image mentale que j'ai, c'est celle-ci. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est de voir, voilà, si on va avoir la capacité donc de rebondir semaine prochaine, de construire et d'avoir une congestion. Et cette congestion, ce que je vais attendre, c'est qu'elle casse par le haut ou par le bas. À partir de quand on commence à être inquiet? On commence à être inquiet lorsque, évidemment, bon, cette construction casse par le bas, mais pour moi, au-delà de ça, il y a un premier niveau des 8000. C'est une zone en plus, un prix psychologique important. Et donc, pour moi, si on repasse, si on commence à venir chercher le comblement du gap, etc., ça ne voudra pas dire que c'est totalement mort, mais en tout cas, ça voudra dire, à mon sens, qu'on a perdu quand même pas mal de momentum. Donc, voilà. Alors oui, certains vont me dire, oui, mais on peut venir là, on peut faire l'appui, et après repartir, bien entendu, et à la limite, ce serait une bonne chose. Mais quand même, je considérerais qu'il y a une perte de momentum. Donc pour le moment, il faut patienter, il faut observer, il faut éventuellement prendre action par action et trade par trade, mais globalement, voilà ce que j'attends. Pourquoi je suis légèrement plus positif pour la suite cette fois-ci que les fois précédentes? D'abord, la saisonnalité, puisque lorsqu'on a eu la construction de la figure ici, c'était au mois d'avril. Et vous savez que, généralement, sell in May, voilà. Ici, c'était la même chose, on était au mois de mars, fin mars. Généralement, on sait que derrière, la saisonnalité n'est pas bonne. Donc déjà, premier élément, la saisonnalité, pour moi, c'est un élément favorable. Deuxième élément favorable, c'est que
contrairement à ce que nous avions eu précédemment, où là on avait eu grosso modo une espèce de ligne droite, et là grosso modo nous avions eu une espèce de ligne droite sans construction, ben là, à contrario, on a eu la poussée, on a eu cette phase de construction qui a été très longue, et on l'a cassée par le haut. Donc pour moi, la dynamique quand même, elle est légèrement différente, et elle est meilleure. Et on a eu surtout le temps ici d'accumuler pas mal. Donc voilà les éléments qui me font croire que. Maintenant, évidemment, si cette figure casse par le bas, il y a fort à parier qu'on aura une baisse également qui sera similaire à ce qu'on avait vécu, c'est-à-dire du moins 15 ou du moins 18, je crois. Voilà. Et donc, là, dans ce cas-là, pour moi, si cette figure-là casse par le bas, ce sera très certainement un retour sur ces niveaux-là, c'est-à-dire les 7004, etc. Mais encore une fois, comme je me mouille et je vous dis ce que je pense, parce que je m'en fiche et parce que si c'est pas ce qui se passe, on aura le scénario alternatif, c'est pas un problème. Mon scénario principal, c'est que on va construire, on va faire une belle figure, c'est ce que j'espère aussi, hein. C'est mon scénario, c'est ce que j'espère. On va faire une belle figure et on va casser par l'eau. Voilà. Si la semaine prochaine, on commence à venir gratter dans le gap, etc., je vous dirais, bon, peut-être que c'est remis à plus tard, ou peut-être que c'est moins bien, etc., etc. Mais, encore une fois, il faut laisser les choses se faire. Et malheureusement, enfin malheureusement, non, pas malheureusement, mais en tout cas, quand on met des graphiques comme ça en unité de temps journalière, ben, ça veut dire par définition qu'il faut attendre plusieurs jours. Ce qui me fait également espérer, c'est le CAC Small. Parce que le CAC Small, je le trouve pas si moche que ça. On l'avait vu la semaine dernière, ce biseau descendant, voilà, qui était grosso modo ici. Et là, on voit qu'il y a une grosse phase de congestion. On peut même aller chercher cette zone-là, c'est la zone des 15005. Mais globalement, pour moi, c'est de la construction. D'ailleurs, ça ressemble un peu au range qu'on avait vu précédent sur le CAC 40. Donc, pour moi, voilà, l'idée, c'est globalement ou qu'on fasse ça ou qu'on fasse ça. Mais l'idée, globalement, c'est qu'on ait là-dessus quelque chose de positif. Tant qu'on reste au-dessus des 15 000, hein, prenez les 15 000, comme ça on a un chiffre rond. Tant qu'on est au-dessus des 15 000 points sur le CAC Small, j'ai toujours espoir que. Maintenant, si c'est un double top et qu'on casse la ligne de coup et que derrière, on a la petite congestion qui recasse par le bas, là, je vous dirais, les amis, là par contre, ça pue très sincèrement. Et là, je vous dirais même pas... observez, je vous dirais, sortez si vous avez des valeurs parce que la correction peut être immense. Parce qu'on n'oublie pas aussi que sur le CAC Small, on est sur des zones quand même qui sont, voilà, qui sont un petit peu élevées. D'accord? Donc on a pour moi éventuellement une marge supplémentaire, c'est-à-dire que le CAC Small peut éventuellement construire pour aller chercher ici la zone des 18 000, mais on fait extrêmement attention parce que à chaque fois qu'on est arrivé sur cette zone de pivot, derrière on a eu quand même des corrections qui n'ont pas été petites, puisque ici vous avez eu moins 66%, ici vous avez eu jusqu'à moins 52%, et ici vous avez eu jusqu'à moins 36%. Donc on fait quand même hyper attention, on est quand même hyper vigilant, et surtout, voilà, on a cette espèce de canal, donc là aussi, gaffe par rapport à ça. Mais, encore une fois, pour le moment, je dis bien pour le moment, on n'a pas le signal vendeur. D'accord? Donc inutile d'avoir peur outre mesure. Il est très peu probable qu'un matin, le CAC Small ouvre en gap baissier ici. Hein. Alors, ce sera très grave. En général, vous allez avoir la construction, vous allez avoir la cassure par le bas, vous allez avoir le pullback, et après, vous aurez la chute. D'accord? On le voit ici d'ailleurs. Hein. Vous avez vu les constructions qu'il y a eu. On a eu plusieurs bougies avec des faibles réductions de volatilité. Enfin, d'importantes justement réductions de volatilité. Là aussi, ça a été le cas. Puis derrière, on a eu les cassures par le bas, etc. Donc les choses se font généralement par étapes. Dans l'immense majorité des cas, se font par étapes. Donc vous n'avez pas, à mon sens, à avoir peur de ça. Il faut juste être patient, tranquillement, et attendre que les graphiques eh bien, nous démontrent potentiellement leurs intentions. Quoi. Ok ? Donc on va passer désormais aux actions, avec, on commence par Air Liquide. Je prends la liste parce que déjà qu'avec la liste j'en oublie un sur deux. Si j'ai pas la liste là, les amis, ça va être très compliqué. Air Liquide, donc j'ai le même avis. Alors c'est toujours la même chose, hein, lorsque je mets un graphe en disant que pour moi c'est trop, et enfin c'est trop, c'est pas une opportunité, voilà, je vais dire ça comme ça, c'est pas une opportunité. Ben, en général, les fans d'Air Liquide me disent que bon, j'y comprends rien, on verra, comme d'habitude, on verra. Quelqu'un qui me disait c'est impossible qu'elle revienne sur les 150, c'est impossible qu'elle revienne sur les 120,
On verra, encore une fois, moi je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal. L'objectif, c'est pas d'en avoir d'ailleurs. L'objectif, c'est uniquement de se préparer à ce qui pourrait éventuellement arriver. Si éventuellement Air Liquide revient sur la zone des 151, ce qui est visiblement impossible pour tout le monde, ou revient sur la zone des 125, ce qui est visiblement encore plus impossible pour tout le monde, eh bien, ceux qui pensent que ça peut peut-être arriver, se seront préparés et auront effectivement préparer leurs ordres. Voilà, grosso modo, pour Air Liquide. Maintenant, effectivement, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Ça peut être aussi une tasse avec anse, avec une congestion, et derrière, ça peut partir vers le nord aussi, bien évidemment. Mais pour moi, ce sera plus du trading, ce ne sera pas une opportunité d'achat sur le long terme. Donc, zone investisseur, elles sont là. Le graphique court terme, je vous le montre pas, parce que, très sincèrement, Air Liquide, tout comme Total Energy qu'on va voir, c'est des actions qui sont des actions, entre guillemets, bon père de famille. Et donc, voilà, globalement, pour moi, il n'y a pas forcément intérêt à trader ça à très court terme, en mode trading sur quelques heures ou quelques jours. Total Energy, donc, j'ai toujours la même analyse, j'avais pas tracé le biseau, ah si, le voilà. Donc, voilà, toujours la même analyse sur Total Energy. Pour moi, c'est une figure de continuation sur Total Energy. Est-ce que on va avoir la continuation donc avec un nouveau plus bas, ce qui serait l'idéal en termes de ratio gain-risque, ou est-ce que directement on va avoir la capacité de casser ici et de construire par là avant de repartir? Ça, j'en sais rien. Mais voilà, globalement. Donc, pour les investisseurs, idéalement, un petit break du dernier plus bas du 7 avril, c'est-à-dire revenir sur la zone des 45. Là, ça peut être quand même une très très belle opportunité de très long terme en prise de position. Maintenant, on peut très bien, aucun problème, puisque c'est une figure de continuation pour moi. Pour moi, dans les deux cas, c'est de la hausse derrière, même si on fait un nouveau plus bas, pour moi, c'est de la hausse. Donc voilà, on peut très bien breaker la zone ici et derrière faire une belle construction, une belle congestion pour ensuite breaker. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire. Si vous vous posez la question, que vous n'en avez pas, s'il vous faut en prendre maintenant, je dirais ceci, je dirais pourquoi pas, mais je dirais également garder un petit peu de cash pour renforcer au cas où, voilà, au cas où on ait ce fameux nouveau plus bas pour plus tard. Voilà, grosso modo pour Total Energy. Société Générale, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu Société Générale. Ah ben voilà, alors tiens, on va la mettre en hebdo, ça suffit. Donc on en avait pas mal parlé, notamment dans cette congestion, ce range qui a pété par l'eau, derrière quelle accélération fabuleuse. Et je vous avais dit, voilà, maintenant ce qu'il va falloir faire pour Société Générale, c'est congestionner. On avait tracé cette figure, qu'on va pouvoir peut-être commencer à ajuster petit à petit. Voilà, tranquillou bilou. Et donc, il faut patienter. Là aussi, pour moi, on est dans la construction. Alors bien sûr, vous pouvez vous amuser à trader Société Générale, mais globalement, pour moi, là, on est dans une période de stabilité. D'ailleurs, je peux me tromper, mais je pense que si le CAC 40 monte d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, ce ne sera pas forcément grâce aux bancaires, car elles ne feront pas partie de la rotation sectorielle, étant donné que c'est des actions qui, on l'a vu sur toute l'année 2025, ont déjà énormément performé. Je pense que la rotation aura lieu sur d'autres secteurs. Donc le luxe, on l'a eu déjà dans une moindre mesure, moindre, ça dépend, parce que Kering notamment a bien progressé. Les bancaires, pour moi, elles ont eu leur hausse cette année. Il y a d'autres secteurs d'activité qui, en revanche, dans le CAC 40, ne l'ont pas. Donc, vous ferez par déduction vos propres années. Donc, on pourrait avoir du rattrapage sur d'autres secteurs. Donc, Société Générale, c'est beau, c'est ferme. À partir de quand on se pose la question, véritablement, à moyen terme, la question, elle se pose pas avant les 46 €. Tant que Société Générale évolue au-dessus des 46 €, pour moi, il n'est pas légitime de se poser les questions sur la tendance. Donc, voilà. Mais il faut bien comprendre que lorsque vous passez de 19 € à 59 € sur une action comme Société Générale en 58 semaines, en moins d'un an, eh bien, en un peu plus d'un an, disons, c'est quand même extrêmement compliqué d'aller beaucoup plus haut et il faut bien évidemment digérer cela. Ok? Bon, Crédit Agricole, c'est pas tout à fait le même graphe, mais un petit peu quand même. Il y a des similitudes, on va le regarder. Donc Crédit Agricole en hebdomadaire, donc là où vous aviez une oblique, notamment sur Société Générale, ici vous avez plutôt une horizontale, une résistance horizontale. Et donc, là on est pareil, si vous voulez, on est dans une construction. Voilà.
on est dans la phase de construction, donc je vous avais tracé ça. On ajuste très tranquillement, on essaye de regarder, voilà. Bon, est-ce que c'est comme ça? Ça me paraît un peu brutal, mais peut-être ça peut être ça. Pour le moment, ce que ça dessine, c'est plutôt une figure de continuation. Mais encore une fois, là, sur Crédit Agricole, si vous commencez à repasser sous les 14,50 €, ouais, 14,50 €, on commence à devenir un petit peu plus vigilant sur le titre. Bon, ensuite, celle qui s'envole, c'est Airbus. Magnifique. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est très haut, c'est très ferme. Évidemment, vous le savez, moi, Safran et Airbus, c'est des actions que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, je trouve que voilà, on est un petit peu too much. Voilà, évidemment, comme je vous le dis toujours, ça peut continuer de monter, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu too much. Donc, faites attention quand même si vous voulez en rentrer en portefeuille. Le ratio gain-risque pour moi est pas fou. Éventuellement sur repli aux alentours des 171 ou sur repli, voilà, dans cette zone-là, idéalement dans cette zone-là, peu importe, on verra, on fera le suivi, mais globalement, faites attention sur Airbus, on peut avoir à un moment donné une petite prise de bénéfice. Schneider, si je l'écrivais bien, ce serait mieux. Schneider Electric, donc SU. Il y a eu une prise de bénéfice, il est vrai, cette semaine, mais globalement, il n'y a pas eu non plus une catastrophe industrielle. On est sur le haut de canal, même après la baisse, oui, ça peut continuer de monter, mais pour moi, on n'est pas sur des niveaux d'achat hyper intéressants. Voilà, ça c'est plutôt des zones sur lesquelles généralement vous pouvez avoir des profits. Donc, je ne sais pas si on va avoir une correction comme ça, je ne sais pas si on va avoir plutôt une stabilité qui va faire comme ça, mais en tout cas pour moi, là aussi, tout comme Airbus, c'est pas forcément une zone d'achat. Pour les traders court-termistes qui veulent jouer peut-être des rebonds comme on l'avait joué, souvenez-vous ici, vous avez dit dans cette zone-là, c'est une zone d'achat pour vous un rebond. Bon, le rebond s'est transformé en plus que plus, donc voilà. Mais voilà, c'est du trading et pour moi, c'est quand même compliqué à regarder ce graphique-là. Il y a peu de volatilité. C'est quand même difficile à mon sens, hein, en tout cas, c'est quand même difficile de jouer même à court terme des mouvements sur Schneider Electric. Donc voilà. Investisseurs comme traders, plutôt de la prudence sur Schneider Electric. Capgemini, alors qu'a fait, décidément, Capgemini qui a fait une belle progression cette semaine. On va le voir ici. On avait une congestion, souvenez-vous. Et vous avez dit, voilà, la congestion, elle va être intéressante, voir si on casse par le haut ou pas. Derrière, on a cassé par le haut. D'ailleurs, là aussi, il y a eu un double top intéressant. Plutôt une inside bar intéressant. Et derrière, bon, il y a eu l'annonce des résultats, donc c'était difficile de les jouer, etc., etc. Voilà. Maintenant, ça se surveille quand même. Maintenant, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est cette zone-là. Voilà. C'est la zone des 126 €, voir si Capgemini, et ça peut faire partie des valeurs qui font du rattrapage pour la fin de l'année. Voilà. Autant Air Liquide, Airbus, Schneider Electric, Société Générale Crédit Agricole, ça fait pas partie des valeurs du CAC qui vont faire un rattrapage immense d'ici la fin de l'année. Autant Capgemini, ça peut être. Maintenant, il faut attendre bien évidemment la construction, la cassure par l'eau. Voilà. Et là, on pourra se dire éventuellement il y a quelque chose à tenter tant qu'on tient grosso modo la zone des 123 €. Edenred, là aussi, hein, valeur qui fait clairement du rattrapage. Là, pour le coup, bon, le graphique long terme, vous le connaissez. On a eu cette figure de congestion, clac, on a cassé, et je vous avais dit, ce qu'on attend, c'est le scénario de construction. C'est exactement ce qu'est en train de faire Edenred. Donc c'est plutôt encourageant, ce qu'elle a fait pour moi cette semaine. Certes, elle n'a pas énormément performé, mais il y a eu la bougie de prise de bénéfice tout de suite rachetée, notre bougie de prise de bénéfice tout de suite rachetée, et ensuite réduction de volatilité. Regardez un petit peu les petites bougies qui sont apparues par rapport à cette volatilité. Donc c'est intéressant, ça se suit, ça se regarde, ça fait partie aussi des valeurs qui peuvent continuer à progresser si rallye du CAC 40 d'ici la fin de l'année. À partir de quel moment sur Edenred, je commence à me dire, bon, finalement, il n'y aura pas, ou ça risque de ne pas arriver tout de suite, sous les 24 €.
Sopra Steria, bon le plus dur reste à faire, hein. Il faut retourner la tendance, il faut construire au-dessus, donc il y a le temps encore. Hein. Sopra Steria, donc c'est une valeur moi qui m'intéresse, et on arrive petit à petit sur la zone qui m'intéresse. La zone qui m'intéresse, elle est là. C'est là véritablement que je vais attendre et que je vais voir si éventuellement, voilà, sous notamment la moyenne mobile à 200 mois, peut avoir à un moment donné quelque chose qui peut être intéressant. Pour le moment, on a bien corrigé, puisque Sopra Steria, depuis les tops, c'est une baisse, excusez du peu, de 45%, donc c'est quand même énorme. Pour autant, je pense qu'on peut avoir une baisse supplémentaire. J'aimerais avoir une baisse supplémentaire d'une vingtaine de pourcents. Si c'est le cas, si on y arrive, et qu'on a une construction d'une figure, à ce moment-là, on tentera des achats sur Sopra Steria. C'est un dossier qui m'intéresse. Je sais que c'est un dossier qui est un petit peu décrié sur les différents réseaux, mais je trouve que c'est pas un dossier qui est totalement inintéressant. Alors évidemment, hein, c'est un dossier qui ralentit, la croissance ralentit, etc. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir ce que fait Sopra Steria aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est savoir ce que va faire Sopra Steria dans les 5 prochaines années. C'est minimum. C'est par définition l'intérêt d'un investisseur long terme. Hein. Après Sopra Steria, il y a une ancienne belle aimée. Un titre que j'aimais beaucoup, que j'ai énormément tradé, mais beaucoup moins ces derniers mois. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de volatilité. Moi, c'est une action que j'ai énormément tradé là, de 2020 jusqu'à 2021. C'était vraiment une très belle, voilà, très belle tendance, et puis bon, liquide, etc. Mais voilà, il y a eu depuis un changement de comportement, hein, c'est normal, hein, il y a une normalisation. Et puis là, on est plutôt dans une phase, vous le voyez, où il y a des congestions, etc. Donc j'ai pas grand chose à dire. Pour le coup, sur ADN, pour moi, c'est un range dans le range. On est plutôt sur la partie supérieure. Il y a eu voilà, publication, je crois, qui a été saluée, mais derrière, on a une baisse qui s'est enchaînée. J'ai pas grand chose à dire. Il y a effectivement cette résistance oblique, mais voilà, c'est devenu un titre quand même beaucoup plus erratique que par le passé, beaucoup moins directionnel, parce qu'on est dans une phase de digestion. On verra si éventuellement une petite congestion pour retourner dans cette zone-là. Mais voilà, on a aussi cette résistance oblique, etc. Mais pour moi, c'est un titre, vous le voyez, hein, qui est devenu quand même très erratique. Vous voyez, beaucoup de zigzags, des gaps, des mèches, etc. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué à trader que ce que ça l'était auparavant. Il n'enlève rien, que j'adore toujours le titre, hein, mais voilà, c'est bien valorisé malgré tout. C'est difficile à trader, ce qui fait que voilà, je suis beaucoup moins. Ça fait bien longtemps d'ailleurs hein, que j'ai pas tradé le titre. Donc voilà. Pour le moment, je laisse globalement sur le côté. Morel, pas inintéressante, hein, Morel, c'est le titre que je regarde. Alors, il y a du négatif et il y a du positif. Le négatif, c'est qu'on avait ce canal haussier, on l'a cassé, on a pullbacké. Ça, c'est le côté négatif. Le côté plutôt positif que j'y trouve, c'est la construction. Voilà. On a une construction qui pourrait être éventuellement en biseau descendant. J'attends encore un petit peu plus de confirmation. Pourquoi pas cette espèce de tasse avec anse, ça peut être un scénario potentiel, une hypothèse de travail, mais pour le moment, rien n'est véritablement signalé. Quand même, on constate qu'on a cassé la M200, on a fait le pullback dessus. Donc là aussi, on est loin d'avoir retourné la tendance. Tant qu'on évoluera sous la moyenne mobile à 200 jours, je considérerais qu'on est toujours baissier à moyen, voire à long terme. D'accord mais voilà, c'est un dossier qui m'intéresse, un dossier que je surveille. Et j'attends un petit peu plus de confirmation. Ça peut faire partie des dossiers qui se réveillent aussi si éventuellement le marché décide d'aller plus haut d'ici la fin de l'année. On a un petit dossier qui est Twax. Voilà, petit dossier, un petit peu dans la difficulté. Toutefois, on peut dire qu'on est potentiellement dans une construction. Voilà, il va falloir surveiller la sortie. À long terme, on repasse au-dessus des 6 euros, c'est plutôt positif. On passe sous les 2,60 €. Attention à la chute. Ça se surveille, mais on est vraiment au milieu du range. Pour moi, il n'y a pas grand chose à faire. Il y aura éventuellement quelque chose à suivre si on revient aux alentours des 3,50 €, ou éventuellement quelque chose à suivre si on break l'oblique et qu'on construit par là. Là, on est vraiment, vous le voyez, entre les deux. Donc pour moi, bon, peut-être que le titre est intéressant, c'est pas la question. Mais en tout cas, graphiquement, techniquement, je pense qu'il faut patienter encore un petit peu.
Bon, la Française des Jeux, FDJ, ben, toujours en difficulté. Elle arrive pas. FDJ, elle est là. United, elle arrive pas. Et je dirais même que on est en train de s'amuser à prendre des liquidités. Donc, il faut quand même faire gaffe. Pour le moment, j'ai pas de retournement. Voilà, ce qu'on attendait, vous le savez, en unité de temps journalière, c'était une figure de retournement. Est-ce que nous avons eu une construction, d'abord une construction et éventuellement une construction avec une cassure par le haut? On a eu ni l'un ni l'autre. Donc on n'a pas la construction, on n'a pas, toujours pas la cassure. Même constat, il faut patienter. Ça peut, oui, ça peut faire partie des dossiers qui font du rattrapage d'ici la fin de l'année, mais à ce stade, il est trop tôt. Il est trop tôt, il faut attendre, il faut observer, il faut que ça construise et il faut éventuellement qu'on casse tout ça par le haut. Donc, sur FDJ, pour le moment, très sincèrement, voilà, globalement, watchlist éventuellement, mais pas plus que ça. Pas d'intervention pour moi sur FDJ, toujours pas d'intervention sur FDJ. Souvenez-vous, hein, depuis le rebond où tout le monde s'était jeté, vous avez dit, on attend un nouveau plus bas et on attend la construction. Et pour le moment, on a eu le nouveau plus bas, on n'a pas la construction, et tant qu'on ne l'aura pas, pour moi, il faudra même pas essayer. Air France, c'est un dossier qui n'est pas inintéressant. C'est un dossier qui est en difficulté, évidemment. Là, on ne parle pas de Safran, de Boeing, de Airbus, voilà, c'est pas tout à fait les mêmes, c'est les mêmes secteurs, mais c'est pas tout à fait les mêmes objectifs. Mais qu'importe, en tout cas, c'est un secteur qui est beaucoup plus, c'est un titre qui est beaucoup plus en difficulté. Malgré tout, vous en avez parlé la semaine dernière, je crois, et je vous avez dit, voilà, ce qu'on attend, c'est éventuellement la construction de la figure. Et cette construction-là, paf, elle a lieu. Elle a lieu, tout reste à faire, il faut la congestion, il faut la cassure par le haut, mais ça se surveille. Donc ça peut faire partie aussi, par exemple, des dossiers qui peuvent éventuellement revenir sur le devant de la scène, éventuellement pour la fin de cette année. Nous verrons. Mais en tout cas, clairement, oui, ça fait partie des dossiers que je surveille de près. On a quand même, n'oublions pas, retourné la moyenne mobile à 200 jours. Là, on fait le pullback, on fait la construction. Donc, vous connaissez ma théorie sur ce genre de phénomènes techniques. C'est des phénomènes techniques qui m'intéressent parce que pour moi, c'est là où on a les meilleurs ratios à moyen et à long terme. Imerys. Dossier difficile, dossier même très difficile. Hop, je vous le montre déjà en mensuel. Donc voilà, on revient. Alors voilà, investisseurs qui croient et bien entendu, on est sur une zone importante. Moi, j'ai tenté avec, comme d'habitude, je vous montre tout moi en transparence. Hein, on a tenté l'achat ici pour essayer de jouer un petit peu l'accélération avant les publications. On s'est fait sortir à break-even ici. Bon voilà, j'ai tenté parce que je trouvais que la congestion était plutôt pas mal et on voulait sortir voilà, avant les publications. Bon, voilà, ça se surveille. Le range est toujours valide. Hein. Le range est toujours valide. Bon, il reste le plus difficile, c'est d'abord breaker ça. Ensuite, il y aura la M200, etc. Mais voilà, c'est quand même un dossier, même s'il est à la rue complètement, même si c'est difficile, etc. Ça reste un dossier qu'il faut quand même, à mon avis, avoir en watchlist, parce qu'à un moment donné, si le marché décide de se réveiller, le marché peut jouer l'effet un rattrapage sur ce dossier-là. Donc, plutôt en watchlist pour moi sur Imerys. Serge Ferrari qui continue, c'est un dossier qu'on avait en suivi, souvenez-vous, depuis un petit moment déjà, hein, depuis le mois de mai. On avait proposé le break au-dessus des 5,84. Et depuis, alors c'est un petit dossier, hein, c'est un petit titre, on le sait. Mais depuis, ça continue. Ça continue et ça construit plutôt très bien. On a congestion ici, cassure. Congestion là, cassure. Et là, on a la congestion également qui se forme. Donc, c'est plutôt également très intéressant. Il y aura peut-être quelque chose à tenter d'ailleurs au-dessus des 7,52. Faites attention, il y a très peu de volume. Donc, voilà, faites pas les cons à faire n'importe quoi et à mettre des tailles de position démesurées parce que vous pouvez rester bloqué. Katana, quelle déception, c'était un de mes titres préférés aussi, notamment post-Covid. Voilà, post-Covid, il y a eu un rallye absolument fou sur Katana. Rendez-vous compte, c'est vrai qu'on était passé, quand on prend du recul, on était passé de 1,77 € à 9,40 €. Absolument fou quand même. 457%. Et là, on corrige quasiment tout. Vous vous rendez compte un petit peu, c'est fou. Hein. On est en train de revenir, on va peut-être revenir sur les plus bas Covid, quoi. C'est assez fou, donc quelqu'un qui m'en a parlé, qui m'a dit ouais, c'est quand même très décevant, c'est vrai, je dois bien avouer que c'est très décevant. Maintenant, j'ai pas grand chose à dire, il n'y a rien à faire, effectivement, je suis d'accord, la zone ici peut être une zone d'intervention maintenant, donc nous verrons si éventuellement il y a quelque chose à faire pour plus tard. Mais pour le moment, c'est difficile, malgré tout,
le point positif que j'ai envie de soumettre, c'est que malgré tout, pour moi, on est quand même sur quelque chose qui construit. D'accord, ça peut paraître difficile, etc. Mais malgré tout, on est sur une figure de long terme. Donc, et c'est une figure de long terme qui est pour moi quand même une figure de continuation. Donc malgré tout, même si je pense qu'on peut aller beaucoup plus bas, je pense que derrière, ce sera une belle opportunité. Voilà. C'est une société qui est intéressante, hein, malgré tout, hein, qui évidemment traverse de grandes difficultés, mais c'est quand même, je trouve, une société intéressante. Bon duel, alors je crois qu'il publie la semaine prochaine, donc là faites gaffe aussi. On est dans le scénario typique de ce qu'on vous avait proposé, c'est-à-dire vous avez dit voilà, derrière on va casser et on va construire. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Bon, maintenant j'ai l'impression que le marché attend la publication. Hein. Le marché attend la publication et lorsque la publication sera dévoilée, on verra si derrière elle est bonne et qu'on casse par le haut ou si elle est mauvaise et qu'on casse par le bas. Donc stand-by pour bon duel, Nokia exceptionnel avec alors les rumeurs, ou je sais pas si c'est officiel par rapport à Nvidia, etc. Mais incroyable. Quel parcours, donc voilà, assez content parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines, donc derrière ça a bien breaké. Voilà. On n'a pas eu là, on a eu juste cette petite congestion, très petite, pas très facile à exploiter, pour être complètement honnête. Puis derrière, pouf. Donc voilà, prise de bénéfice. Bon, maintenant, là aussi, hein, il faut patienter. Il n'y a plus rien à faire. Patienter, attendre éventuellement eh bien, que la prise de bénéfice se calme, qu'il y ait le rebond et qu'ensuite il y a la construction et la congestion. Parce qu'on peut vraiment avoir une certaine forme de recovery hein, sur Nokia. Dédicace à ceux qui avaient le serpent sur le 8210, hein, les anciens comme moi. Mais ça fait toujours quelque chose, je sais pas pour les plus anciens qui me regardent, ça fait toujours quelque chose de voir Nokia performer, voilà, ça rappelle la jeunesse. Groupe LDLC, donc pareil, hein, on fait le suivi. Alors je sais pas s'ils ont publié ou s'ils devaient publier ou si... Ah ben si, apparemment ils ont publié. Donc voilà, on l'a suivi depuis un petit moment, ça faisait partie aussi des titres que je vous proposais de suivre depuis pas mal de semaines, parce que retournement de la M200, parce que belle construction, etc. Et on le voit, voilà, depuis cette figure-là qu'on avait analysée au mois de septembre, depuis quand même c'est une belle reprise, hein, puisque c'est plus de 30%. Donc j'ai pas grand chose à dire, voilà, c'est très ferme, bravo à celles et ceux qui y sont allés, par contre là aussi c'est un petit titre, mais voilà, pour le moment c'est canon. Donc c'est vraiment un titre là aussi qui peut faire à un moment donné une recovery. Donc très intéressant de suivre. Vous voyez, il y a quand même des grandes différences hein, entre les différents titres. Il y a des titres qui, on le voit, en vrai, c'est pas à l'unisson quoi. Il y a des titres qui ont vraiment besoin de congestionner, de reculer, de prendre des bénéfices, etc. Et à contrario, on a des titres qui se révèlent, on a des titres qui se réveillent, on a des titres qui, voilà, sont en train de donner des signaux de long terme. Donc c'est vraiment un marché stock picking pur et dur. Et je pense d'ailleurs, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit, que pour la fin de l'année et l'année 2026, il va falloir être beaucoup plus stock picker pour pouvoir performer ou surperformer les marchés. Ok, donc voilà, après on m'a proposé du Siemens en Allemagne. Donc c'est celui-là je crois, SIE, où j'ai pas grand chose à dire, c'est très ferme, c'est très haussier, mais j'ai pas de zone de repli. Ce qui est intéressant d'observer en mensuel, c'est que les zones de repli elles sont où en général? Elles sont à proximité de la M200. Donc si éventuellement vous revenez à proximité de la M200, il peut y avoir à un moment donné une opportunité, mais ça, c'est quand même un graphique qui est légèrement annexé, donc je resterai plutôt sur le côté. Alors si vous en avez, très bien, vous continuez d'accompagner. Si vous n'en avez pas, en l'occurrence, je pense qu'il faut faire plutôt attention. Technip, on en avait parlé il y a quelques temps, je vous avais dit attention, Technip, on est annexé haussier, vous allez avoir une correction. Voilà, on avait la hausse, etc. Vous avez dit, voilà, le biseau ascendant casse par le haut, derrière vous allez avoir une phase de congestion, et derrière vous aurez la baisse. C'est exactement ce qu'on a eu. Donc voilà, logique, hein, légitime, après un tel rallye. Il faut laisser le temps au temps. Donc certains verront un appui sur le haut de canal. C'est toujours difficile les appuis sur les hauts de canal. Moi je suis jamais grand fan. Donc voilà, MM200, ça peut jouer du rebond, etc. Mais pour le moment il n'y a pas forcément de choses intéressantes. On verra s'il y a un rebond et on verra s'il y a une consolidation. La vraie opportunité en réalité, elle serait plutôt sur le bas de canal ici, touché en février 2022, juillet 2022, septembre 2022, août 2024 et octobre 2024. Donc c'est potentiellement ce qu'on pourrait attendre. Je regarde si je n'ai rien oublié, sinon je vais me faire engueuler encore comme d'habitude. DSY,
Donc Dassault toujours en difficulté, voilà, je vous l'ai dit, moi c'est un titre que je trouve quand même en difficulté, malgré tout, on a fait le pullback, derrière voilà, il n'y a pas, voilà, patienter encore un petit peu, il y aura peut-être une opportunité supplémentaire dans la zone des 20, voilà, je vais pas changer ma zone, elle est toujours là globalement, donc on verra s'il y a quelque chose qui réagit par là, pour le moment on est vraiment dans l'entre-deux. Donc il faut patienter. Le titre m'intéresse, mais malgré tout, il faut bien avouer qu'il est dans de réelles difficultés. Sanofi qui fait du Sanofi, c'est-à-dire du bien mou, bien ennuyant, mais malgré tout, qui résiste, voilà. C'est plutôt pas mal. Bon, voilà. Pas grand chose à dire, on n'a pas trop bougé là, vous voyez, depuis 4 mois, il y a quelques bougies, etc., mais j'ai pas grand chose à dire. Accumulation, voilà, toujours pareil, la zone d'accumulation, si on revient par là, sous les 80 €, c'est une zone d'accumulation jusqu'au 72, mais c'est tout, pas plus, il n'y a pas forcément pour moi une opportunité monstrueuse, même si je pense que Sanofi a le potentiel pour revenir sur le haut de la figure. Vous avez du Stellantis qui a fait une publication difficile, évidemment. C'est un titre qui est toujours en difficulté, mais malgré tout, pour moi, ce n'est toujours pas perdu. Et ça fait partie des titres, à mon sens, qui peuvent revenir sur le devant de la scène pour la fin de l'année. Donc là aussi, on a vu la construction, on est venu faire la cassure, pardon, on est venu faire, oui, la cassure, pullback, on est revenu tester la M200, etc., on revient en arrière. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la construction. Donc il faut continuer de suivre le titre, parce que oui, vous avez de la volatilité, ça peut paraître impressionnant quand elle perd 10%, mais 10% c'est juste cette bougie-là, hein. D'accord? Donc c'est que Stellantis est devenu beaucoup plus volatile. Maintenant, cette figure, elle n'est pas encore morte, et on peut avoir encore des belles surprises pour revenir éventuellement au-dessus de la M200 à nouveau, et éventuellement confirmer. Donc pour le moment, on le voit, comme c'est un titre qui est beaucoup vendu, la moindre résistance est quasiment instantanément vendue. Mais pour autant, on voit qu'aussi, ce qui a beaucoup changé, c'est que pour le moment, les supports sont aussi achetés. À partir de quand je me dis, bon, ça commence à sentir pas bon, je commence à sentir pas bon quand ça commence à sentir pas bon quand on passe sous les 8,20 €, et évidemment, si on passe sous les 7,20 €. Voilà, c'est là où, là, par contre, je dis attention, ça, c'était une figure de consolidation qui a cassé par le bas, et derrière, vraiment, on va faire une reprise de la baisse qui va être assez nerveuse, quoi. GRB, toujours pareil, donc nous c'est voilà, un titre qu'on a tradé, voilà, en transparence, hein. C'est un titre qu'on a tradé, on l'avait proposé ici, on l'a proposé là, voilà, pour jouer là aussi du rattrapage, mais c'est de la contre-tendance. Faut pas hésiter là tout de suite à remonter les stops, à prendre le moins de risques possible, parce que sinon derrière vous pouvez avoir des surprises en cas de retournement. Donc jouer les contre-tendances, ça se fait, il y en a plein qui le font, je le fais de moins en moins pour être honnête, parce que bah il y a quand même des taux de réussite qui sont relativement bas. Mais ça peut se faire à condition, toujours pareil, d'avoir des stops courts, d'être dans la capacité d'être agile sur la remontée des stops et de prendre des bénéfices quand c'est possible assez rapidement. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire. Pour le moment, c'est du pullback. On a la zone de résistance qui est toujours les entrées de gap. Hein, toujours hein, dans un gap, les entrées de gap et les clôtures de gap, pardon, haussier comme baissier d'ailleurs, sont toujours des zones de support et de résistance. Vous le remarquerez très très souvent, c'est ce qui arrive. Donc effectivement, là vous le voyez, il y a une prise de bénéfice parce qu'on s'approche de l'entrée de gap, et donc il peut y avoir une petite prise de bénéfice. Donc voilà, ce qui va nous intéresser, toujours pareil, c'est voir si on est capable de construire pour ensuite aller attaquer le gap. Et là, ça peut être intéressant d'en reprendre. Corbion, c'est un titre qui m'intéresse également, je vous l'avais proposé il y a un petit moment déjà. Pourquoi? Parce que on est voilà, sur une zone de support oblique. Est-ce qu'on le verra mieux en mensuel? Oui, en mensuel on le voit mieux, donc c'est un titre qu'il faut suivre. Voilà, grosso modo, mais là aussi un petit peu à l'image de Stellantis, hein, c'est des titres qui ont été beaucoup vendus, donc vous avez les breaks qui sont potentiellement faits, qui sont potentiellement achetés, avec les décalages qui peuvent être intéressants, hein, c'est 9-10% en quelques séances, mais derrière, on a des mèches hautes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mèches hautes sont normales, puisque c'est des zones de vente, d'accord? Et ce qui va être intéressant, toujours, c'est de voir la capacité, à chaque fois, des restants d'être vendus, de moins en moins vendus, de plus en plus achetés, après, derrière, construire et casser par le haut. C'est là où après vous retournez les tendances. C'est rare, très rare qu'on ait des V-bottom comme ça de très long terme sur des valeurs. En général, il y a des phases de congestion. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre qu'un maximum d'investisseurs accumulent des titres et derrière aient la force de projeter et de contrer les vendeurs sur les niveaux. Voilà. Donc toujours ça, ça fait partie voilà, de la psychologie. Hein. Mersenne, voilà, toujours en difficulté, Mersenne. Donc nous, on avait proposé un achat ici,
Et puis derrière, il y a eu la publication qu'on n'a évidemment pas jouée. C'est pas perdu, hein, sur Mersen. Moi, voilà, ça fait partie des valeurs en watchlist. Voilà, on peut aller chercher MM200. Donc voilà, mais il faut réagir. C'est le moment. Hein, c'est le moment de réagir pour Mersen. Il faut construire là-dedans. Donc il faut construire, il faut réagir, il faut relancer, etc. Donc c'est là véritablement où c'est important de suivre le titre. Donc watchlist pour moi, à partir de quand je commence à être inquiet, pour moi à partir de là, sous les 20 euros, voilà, pour faire simple, sous les 20 euros, si on passe sous les 20 euros, attention, ce sera beaucoup plus difficile. Mais pour le moment, je pense que Mersen peut réagir. Ensuite, nous avons du Coface qui a reculé un petit peu, mais ça reste quand même très costaud. Vous la mettez en mensuel. Voilà, d'ailleurs, c'est mal tracé, j'ai très mal tracé. On trace plutôt comme ça, voilà, c'est plutôt plus juste, voilà. Donc on revient là, oui, on revient sur le support oblique, d'accord, oui, pas de problème. Pour autant, est-ce que c'est une opportunité forte pour un investisseur? Je ne sais pas. Bon, il y a ok, allez, ok, il y a la petite congestion qui se regarde, il y a la petite congestion, et pour ceux qui veulent absolument acheter, il y aura peut-être une opportunité au-dessus des 15,60 € pour aller chercher les 16 € dans un premier temps, 30, pourquoi pas. Voilà, globalement, maintenant, est-ce que c'est une opportunité forte de très long terme? Moyen, voilà, on va dire c'est moyen. Nikon, bon, publication décevante hein, sur Nikon, malheureusement. On est toujours à peu près au même point. Voilà, ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'il fallait repasser au-dessus, la semaine dernière ou celle d'avant, au-dessus des 0. Alors je sais pas si c'est là ou sur MTT, peu importe, il fallait repasser au-dessus des 78 centimes pour pouvoir éventuellement relancer. La figure, elle a cassé par le bas, donc ça, tout est à refaire. Le seul point qui tient encore, c'est que malgré tout, on tient la zone de support horizontal. Donc attention, il faut surtout pas lâcher les 60 centimes, parce que là, ce serait dramatique. Donc à voir, watchlist également, pourquoi pas, c'est pas la plus forte, mais watchlist également, pour voir si on a la capacité dans la prochaine semaine, les prochaines semaines, à relancer, éventuellement tenter une cassure par le haut et redémarrer le trend. Voilà. Ivens par contre, belle publication, et on revient tout de suite, voilà, on est revenu sur le niveau, vous allez mieux le voir en hebdo je crois, voilà, et vous avez stipulé il y a quelques temps déjà l'objectif qui était de venir aux alentours des 11,36, bah, c'est ce qu'on a fait, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Pour le moment c'est vraiment, voilà, on avait présenté il y a bien longtemps déjà, à chaque fois qu'on fait un nouveau plus bas, je vous dis, voilà, derrière vous avez la relance. Est-ce que maintenant, la question est là, hein, est-ce que ça va être vendu ou est-ce qu'on va avoir la capacité de construire? Je ne sais pas, il va falloir l'observer parce que par contre ça peut être vraiment un titre qui se retourne par contre à la hausse pour du long terme. À partir de quand on invalide? Vous prenez le plus bas de la semaine, voilà, les 10 €, voilà, pour faire simple, hein, 10 €, ouais, sous les 10 €. Sous les 10 €, tant qu'on tient les 10 €, pour moi, tout est possible sur Events. Voilà. Bon, on passe aux actions américaines avec Microsoft, évidemment, très très belle publication, il n'y a pas grand chose à dire. Pour moi, voilà, j'espérais ce scénario-là de construction qu'on n'a pas eu à ce stade. J'ai donc pas grand chose à vous dire. Pour moi, malgré tout, malgré la belle publication, ce n'est pas un niveau forcément intéressant pour des long-termistes. Mais par contre, oui, ça peut encore aller plus haut parce que là, on est même dans une construction. Donc nous verrons si cette construction finit par casser par le haut et dans ce cas-là, on a l'exponentiel. Ou au contraire, on finit par casser par le bas. Et là, on a la fameuse correction que j'espère que j'attends pour jouer toujours de la hausse parce que le dossier, évidemment, c'est un dossier à acheter. Ça, c'est sûr pour les long-termistes. Pour Boeing, on a eu une belle reprise de Boeing. Ah. Voilà. Donc souvenez-vous, depuis la proposition d'achat, il y avait deux niveaux que vous avez proposé. Donc ce niveau-là, entre les 130 et les 150, bon, on a fait un plus bas à 127. Et il y avait ce niveau-là, 100 $, 100 $ pardon, qu'on n'a pas touché. Donc beau rebond. C'est le moins que l'on puisse dire, hein, puisque malgré tout, entre les plus bas et le dernier récent plus haut, il y a 88%. Donc beau rebond. Maintenant, est-ce qu'on a retourné la tendance véritablement? Je ne sais pas, je m'attends plus, là aussi, à quelque chose de plus large. Donc, même si je suis à l'achat long terme,
pour moi, opportunité à chaque fois qu'on va toucher le support oblique pour pouvoir relancer. Voilà globalement ce que je pense de Boeing. Donc est-ce que c'est une opportunité d'achat ici? Non, peut-être plus sous les 150 $. Ensuite, vous avez Meta, plateforme, voilà, pas grand chose à dire. Pour moi, c'est un titre, oui, qui a perdu certes 18% depuis les plus hauts, mais malgré tout, pour moi, c'est pas forcément une opportunité énorme. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Voilà, on était là, hein, je vous avais dit, il faut attendre la correction. On revient sur la MM200. Bon, très bien, mais bon, voilà, si j'efface un petit peu, peut-être que ce serait plus intelligent d'avoir un support comme celui-ci. Voilà, peut-être que dans la zone, effectivement, ouais, il y a une zone ici qui est pas mal, peut-être à court terme. Voilà, peut-être que dans la zone des 573 $, 600 $, il peut y avoir éventuellement quelque chose à jouer pour du court ou du moyen terme. Voilà. Mais même là, malgré la baisse de 18%, voilà, je pense qu'on peut avoir une baisse supplémentaire d'une dizaine de points pour moi, grosso modo. Ensuite, après Meta, on a Google. Incroyable. Quelle publication de Google. Alors, le A, voilà, il est là. Voilà, c'est fou, c'est assez fou. Donc, on avait parlé dans une newsletter de l'opportunité sur cassure de ces plus hauts-là. Mais franchement, ce serait malhonnête pour moi de vous dire qu'après la cassure, je m'attendais encore à une performance de 41%. C'est exceptionnel. Pour le coup, Google ne fait pas partie des mastodontes américains qui sont les plus survalorisés. Pour moi, c'est à son prix. C'est pas cadeau, mais pour le coup, c'est pas en bulle. Voilà. Il n'y a rien à dire. Bah, bravo à celles et ceux qui en ont. Bravo à celles et ceux qui accompagnent. Voilà. Est-ce que c'est une opportunité d'achat? Non, sur ces niveaux-là. Mais malgré tout, est-ce que ça peut continuer de monter? La réponse est plutôt oui. UNH, là par contre, c'est vrai qu'on avait fait un joli coup avec cet achat. Donc dans la zone des 230 $. Donc derrière, il y a eu un beau rebond et on n'a pas la construction intermédiaire. Moi, ce que j'attends, c'est la construction intermédiaire. J'aimerais beaucoup. Bon, peut-être on va la voir. Hein. Peut-être on va voir cette construction intermédiaire sur UNH. Donc voilà, on rappelle que Warren Buffett en a pris. Donc éventuellement, s'il y a une petite congestion, c'est à suivre. Donc pour le moment, voilà, on a bien tenu. C'est rassurant, mais je pense que c'est un titre qui va faire pas mal de zigzags désormais pour pouvoir construire et éventuellement revenir sur la zone de profit de long terme qui sera la zone des 400 $ et des bananes. Visa, toujours le même avis, très très belle publication, voilà, mais pour moi, on est un petit peu en excès haussier, ce sera intéressant uniquement si on revient sur le bas de canal. Toutefois, ça ressemble quand même à une figure de construction. Casse par le haut, on relance, casse par le bas, bas de canal. Donc plutôt en observation. Booking, c'est une action que j'aime beaucoup, mais c'est cher malgré tout. Donc là aussi, on a des prises de bénéfices. J'ai le même avis que je vous avais dit précédemment. Hein, voilà, ça fait un moment, donc je laisse pour moi ça. Derrière, voilà, on peut avoir là aussi. Pour moi, c'est pas une opportunité. Voilà, je vous le dis clairement. Pour moi, c'est pas une opportunité. Même si on a baissé de 15%, c'est toujours pas une opportunité. On peut aller plus haut, mais c'est pas une opportunité. Donc voilà, j'attendrai plutôt une belle phase de construction sur Booking. Il n'enlève en rien que c'est un titre fabuleux. PayPal, toujours pareil, coup-ci, coup-ça. On est au milieu du range. Le bas de range, proximité du support oblique, ça peut être intéressant aux alentours des 60 $. Le haut de range, il faut faire attention aux alentours des 90. Et là, vous le voyez, on est entre les deux. Donc ça aussi, on avait dessiné ça. Voilà, ce fameux zigzag, il en est là. Et pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Et enfin, Nvidia, qui, là aussi, ressemble à Google. C'est-à-dire que là, le canal, on le casse par le haut. Donc moi, j'en ai plus, vous le savez. Moi, j'ai vendu Nvidia, j'ai vendu, je crois, fin juillet, quelque chose comme ça. J'ai vendu par là. Donc pour le moment, évidemment, ça me donne tort. Pas de problème. Derrière, bon, on a progressé d'une quinzaine de pourcents. Donc voilà, bravo à ceux qui ont eu la force de la garder. Voilà, je trouve que c'est quand même très très bien valorisé aujourd'hui, Nvidia. Maintenant, on verra les résultats. Nous, on avait fait un super coup à l'époque, puisque, souvenez-vous, on avait acheté vraiment quasiment le point bas du mois d'avril. Donc derrière, on avait fait quasiment du 100%. Donc j'estimais que le gros, si vous voulez, de la hausse était derrière nous, peut-être à tort, hein, peut-être on peut encore gagner 100% et aller jusqu'aux 300 $ en ligne droite,
pas de problème. Je l'accepterai bien volontiers, c'est le jeu hein, aussi. Mais malgré tout, voilà, pour moi, c'est pas une opportunité d'achat sur ce niveau. On passe au titre à suivre. Alors j'en ai 5. Comme vous l'avez dit, c'est pas évident, mais j'en ai trouvé quand même quelques-uns. Vous avez du Pluxee en numéro 1. Donc Pluxee, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé le plus bas historique. Et comme je vous le dis régulièrement, quand on casse le plus bas historique, il faut surveiller les signaux de retournement, ce qu'on a eu. Donc Pluxee, je vous la montre, c'est plutôt à du moyen terme, puisque pour moi, on est en train de construire un biseau descendant. Donc il faudra, comme d'hab, casser le haut du biseau, construire tout ça, et éventuellement relancer pour aller chercher ce niveau de prix là en termes d'objectif. Voilà, donc on n'y est pas, mais c'est plutôt dans les prochaines semaines. Ça peut faire partie aussi des valeurs qui, à un moment donné ou à un autre, font du rattrapage. On a également Forvia, qui peut également faire du rattrapage. Non, Forvia, elle est là. Voilà, elle est intéressante ici en mensuel. Voilà, puisqu'on voit qu'on a une belle accumulation, en hebdo, pardon, on a une belle accumulation. Et on a une belle zone de congestion qui est ici. Voilà, donc ça se suit également. Si on a la capacité, on l'avait montré la semaine dernière, si on a la capacité de construire, donc du coup un petit peu plus haut, hein, capacité de construire, et éventuellement breaker tout ça par le haut. On aurait un beau signal au-dessus des 12,12 € pour pouvoir avoir de la continuité haussière. Je rappelle là aussi qu'on a retourné la moyenne mobile. D'accord? Donc ça c'est intéressant. Ensuite, vous avez du... Ma femme va être contente. Du Maison du Monde. Maison du Monde, toujours pareil, alors ça c'est un petit moment que je vous dis de la suivre, même si c'est un petit titre, hein, bien évidemment. Mais voilà, on est toujours dans la construction, c'est difficile, hein, c'est très difficile pour Maison du Monde, ça rame. Mais tant que là aussi on est au-dessus des 1,70 € et qu'on est dans la construction, on peut garder espoir. Donc il faut tenir et il faut là aussi la mettre en watchlist. Donc je dis pas que ça va monter en ligne droite, je dis juste que ça, c'est le genre de choses qui s'observent. Le plus dur reste à faire, repasser au-dessus de la MM200, construire après, mais ça sera la phase numéro 2. Là d'abord, on regarde la phase numéro 1 si on a la première construction au-dessus du biseau descendant, parce que je rappelle que là pour moi c'est un biseau descendant qui malgré tout, malgré les difficultés, a quand même cassé par le haut. Là aussi faites attention, c'est un petit titre. 5000 € échangés, alors pas en moyenne, hein, en moyenne c'est, je vais vous dire 100 000 € échangés, en moyenne par jour. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit combien on peut à peu près mettre. Alors il faut regarder le carnet hein, sur les petits titres, mais j'ai, je vous dis moi en gros, grosso modo, je me base sur la moyenne des volumes sur échangés sur 20 jours, voilà. Donc sur 20 jours, là, vous voyez, en moyenne, c'est 107 000 € échangés. Et je m'interdis, quoi qu'il arrive, de dépasser 5% de ce montant-là. Voilà. Donc en gros, si vous avez 100 000 €, je m'interdis de faire des lignes de plus de 5 000 €. Et 5 000 € honnêtement sur Maison du Monde, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et quoi qu'il arrive, si vous décidez de rentrer 5 000 €, eh bien, pensez toujours à aller voir le carnet d'ordre. Il m'en reste 2. Un titre spéculatif, Ipango. C'est spéculatif, Ipango. Mais voilà, j'aime beaucoup la congestion. Nous, on l'avait tradé à l'époque ici. On avait fait une belle... un beau mouvement, et là voilà c'est intéressant, il y a là aussi vous le voyez une belle congestion qui s'est mise en place là, et là on casse par le haut, donc ça se surveille de près, et éventuellement sur un break ici des 18 centimes, on peut avoir de nouveau une accélération haussière. Attention, c'est spéculatif, attention, il faut faire gaffe à la taille de position, etc. Ça peut vraiment, c'est des dossiers qui sont allés à 5 centimes. Donc attention, vous pouvez vraiment avoir de très très mauvaises surprises. Surtout, ne vous enfermez pas dedans, hein, coupez. Hein. Donc petite taille de position et on coupe évidemment si ça tourne au vinaigre. Et puis le dernier que vous connaissez, qu'on suit depuis un petit moment aussi, que je vous avais dit de suivre, c'est Aramis. Aramis Group, voilà, vous avez proposé à l'époque, donc souvenez-vous, hein, vous allez le voir. C'est en mensuel, voilà, en mensuel, la zone ici, résistance, 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 cassure, pullback, et là, on a une belle bougie mensuelle, et je vous avais dit, voilà, un achat éventuellement au-dessus des 5,75 € peut être une opportunité, d'ailleurs, on a déclenché, et là, à nouveau, vous avez une petite phase de congestion. Pareil, je ne sais pas quand est-ce qu'il publie, donc allez voir s'il publie bientôt, bien entendu, ne tradez pas. Mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et je trouve qu'il y a encore du potentiel là-dessus. Donc voilà, ça fait partie aussi des valeurs qui peuvent à un moment donné ou à un autre faire un petit peu de rattrapage. Le screener trend following que vous attendez comme d'habitude, il arrive.
hop, il charge et le voici, le voilà. Donc voilà les actions qui composent ce screener. Je vous rappelle encore une fois que le screener Trend Following est disponible sur l'espace membre du site le podcastdelabourse.fr qui est en train d'ailleurs d'être refait. Les premières images arriveront bientôt. Voilà pour tout ça. Je crois qu'on a fait le tour, on a fait un bon tour. J'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude. Et la semaine dernière, merci d'ailleurs. Encore une fois, parce que la semaine dernière, vous avez été nombreuses et nombreux à partager sur les réseaux, à laisser un commentaire, toujours dans la bienveillance, etc. Donc ça fait plaisir. Parce que voilà, c'est source de motivation, comme je vous le dis à chaque fois, au-delà du référencement, qui d'ailleurs, pour être honnête avec vous, je suis pas certain que lorsqu'on met plus de commentaires, on ait plus de vues, mais peu importe, c'est pas, je fais pas ça pour ça. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est déjà voir les idées potentiellement que vous pouvez avoir, qui sont toujours très intéressantes, les compléments d'information qui sont toujours également très intéressantes, les débats qui, lorsqu'ils sont faits dans la bienveillance, sont toujours très intéressants, les questions que vous pouvez m'adresser. Et puis, au-delà de ça, bien sûr, c'est les encouragements et le soutien, parce que ça donne une force terrible, quoi. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, profitez bien de vous, profitez bien de vos proches, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve avec plaisir, peut-être encore une fois dans une mise à jour crypto en début de semaine, si je trouve le moment, mais de toute manière, au plus tard, quoi qu'il en soit, vendredi prochain. Je vous embrasse, à plus, bon week-end, ciao.